Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager? Prof, etc. Marie Soulier est née à Béziers et vit à l'hôpital d'Orion dans les Pyrénées-Atlantiques. Elle est professeure de français au collège Daniel Argote à Orthez. Elle est également formatrice lettres TIS et Clémy. Marie a accumulé une grande expérience de la classe inversée qu'elle pratique depuis 2013. Elle explique qu'elle n'a pas choisi la classe inversée. Elle l'a rencontrée un jour où elle s'est sentie à bout de souffle dans son métier. Ce jour-là, elle a pris conscience qu'il fallait qu'elle change quelque chose à sa façon de faire et le hasard a bien fait les choses, car au même moment, elle a entendu parler de la classe inversée. Marie est très partageuse et elle adore le contact avec les autres. C'est une excellente nouvelle pour nous tous puisqu'elle met à notre disposition ses pratiques pédagogiques et ses réflexions sur son blog « Usage des tablettes en lettres » et sur Twitter. Je mettrai les liens dans la description de cet épisode. On y trouve des vidéos de ses élèves en activité, des tutoriels, des exemples de production, des démarches pédagogiques et j'en passe. Les tablettes n'ont que peu de secrets pour ces chanceux élèves. Marie Soulier, bonjour. Bonjour. Nous sommes samedi, il est 10h30. Oui. À l'heure où nous enregistrons cet épisode, combien de temps avez-vous passé déjà sur un écran depuis que vous êtes réveillé ce matin? 0 minute. Ah, bravo. Le week-end, en règle générale, j'essaie de décrocher. Donc, je me lève tard, je prends mon café tard, je viens à peine de me lever. Donc, pour l'instant, le seul écran, c'est celui que j'ai là devant moi pour enregistrer ce podcast. Et sinon, en règle générale, dans une journée de semaine normale, quel est à peu près le temps passé sur un écran? Alors, j'ai désactivé la fonction qui m'indique sur mon iPad ou mon iPhone le temps passé parce que je pense que je me ferais très très peur. Mais je pense que c'est plus de, alors, on va dire 8 heures par jour. Prof, etc. Quel regard portez-vous sur votre enfance? C'est une enfance qui est chaleureuse. J'ai vraiment passé beaucoup de temps avec ma grand-mère maternelle et qui m'a, on va dire, quasiment élevée et elle vraiment, elle m'a donné le goût de la curiosité, le goût des voyages aussi, mais curieuse de tout. Et c'est elle qui m'a offert mon premier livre de littérature. Je devais avoir 8 ans. Et elle m'a offert les œuvres complètes de Marcel Pagnol. Et là, j'ai été enchantée, j'ai été emportée par cet univers-là. Et on va dire qu'aujourd'hui encore, j'ai beaucoup de pensées pour elle. Voilà, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui sans elle. Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'élève? Alors, en tant qu'élève, j'en ai pas tellement, parce que j'ai pas été une très très bonne élève. Je n'aimais pas l'école, hein. Je détestais ça même. Hein. Je m'ennuyais vraiment sur les bancs de l'école. J'avais des disciplines où j'étais vraiment en échec, donc j'ai eu des souvenirs très douloureux en mathématiques par exemple, avec des professeurs qui, je me rappelle même un souvenir douloureux d'une professeure qui ne me donnait même pas les photocopies d'exercices parce qu'elle me disait que je ne serais pas capable de les faire. Ça m'a donné, peut-être qu'aujourd'hui ça m'a donné aussi l'envie de faire carrément l'inverse. Alors des souvenirs heureux, j'en ai pas tellement, voilà. J'ai surtout des choses qui m'ont marqué plutôt dans le négatif et qui m'ont donné quand même envie de faire ce métier
un petit peu peut-être avec un esprit un peu revanchard. Voilà. Plus tard, vous avez été quel genre d'adolescente ? Oh, je sais pas si je peux. Moi, j'ai fait ma crise d'adolescence aussi, mais je pense que j'étais quand même assez docile. Donc une adolescence, on va dire, donc avec l'école, ça a été très délicat. Hein. J'ai vraiment apprécié, on va dire, après, dans les années plutôt à la fac, fin du lycée, plutôt fac. Mais bon, je veux dire une enfance partagée entre mes grands-parents, mes parents, et puis des amis, voilà. Prof, etc. Tout le monde ne connaît pas la pédagogie inversée. Est-ce que vous pouvez nous en dessiner les contours pour celles et ceux qui n'en ont jamais entendu parler ? Oui. Alors plutôt que de dire pédagogie inversée, je préférerais dire classes inversées, parce que on peut pas définir une pédagogie inversée étant donné qu'il y a énormément de modèles aujourd'hui en fonction des contextes, des niveaux, des disciplines aussi. Donc, je vais peut-être tenter de définir le dénominateur commun. Alors, les classes inversées, c'est la mise en activité des élèves en classe. Ça, c'est ce qui les définit. Les élèves donc vont être face à des tâches complexes et ils vont être amenés à résoudre ces tâches, alors soit par intermédiaire de plans individualisés avec des ressources accrochées qui vont les guider dans leur investigation, ou alors par le biais de collaboration ou de coopération. Donc ça, c'est le premier dénominateur. Ensuite, je sais pas si on peut dire qu'il y a un deuxième dénominateur, mais deuxième point commun, c'est la préparation au rendez-vous pédagogique. Voilà, cette préparation, elle se fait sous forme de vidéos qu'on appelle des capsules. Et c'est vraiment dans l'esprit d'une préparation. C'est pour ça que j'insiste sur le mot. C'est pas un cours à la maison. Hein. Ça n'a jamais été ça. On n'a jamais envoyé des cours d'1 heure en vidéo. Ce sont des préparations. Moi, j'appelle ça des mises en bouche. Hein. Donc, chez moi, la capsule, elle dure 1 minute 30 et elle ne définit pas. Elle ne fait que présenter quelque chose qui sera défini plus tard par les élèves eux-mêmes. Donc, c'est comme un apéritif, hein, un petit peu, et qui prépare au repas que l'on va partager ensemble le lendemain, si je puis dire. Mais c'est dans cet esprit-là que je l'ai créé. Et puis ensuite, on trouve aussi des capsules qui sont des petits focus sur des notions qui seront après, bien sûr, dépassées, développées en classe au travers de tâches complexes. Sur votre site, j'ai découvert ce que vous appelez les cyberdictées. Vous pouvez nous expliquer le principe ? Oui, alors cyberdictée, c'est un terme que j'ai utilisé dans les années 2000, quand j'ai commencé la classe inversée en 2011. Eh bien, j'avais comme un objectif de rendre un petit peu aussi intéressant et productif ces temps qui me posaient problème. Donc, cette fameuse dictée de contrôle là qui est toujours un stress permanent pour les élèves. Donc j'ai appelé ça cyberdictée, c'était un peu pompeux, mais en fait en gros c'était des dictées que j'enregistrais. Alors elles pouvaient avoir des niveaux différents et je les mettais à disposition des élèves. À l'époque j'avais pas d'iPad, je mettais des petits écouteurs là, des petits MP3. Je les mettais dessus, hein, et ça avait, voilà ce que j'appelais les cyberdictées. Après, ça a évolué, la technique, elle a évolué, et j'ai pu mettre un petit peu plus de vidéos avec quelquefois des petites vignettes qui apparaissaient avec des aides, des petits rappels. Donc l'avantage, en fait, c'est que c'est une dictée individualisée et que l'élève, bien entendu, l'écoute à son rythme, peut revenir en arrière. Bon, ce qu'on peut évidemment pas faire avec le professeur qui dicte à toute la classe. Alors vous avez également mis en place un projet qui s'appelle la grammaire en chanson. Comment ça fonctionne ? Alors, la grammaire en chanson, ça a été une sacrée aventure l'année dernière.
En fait, c'était l'envie de changer un petit peu les modalités des capsules de mise en bouche, où je fabriquais toujours mes capsules, mais là, je les fabriquais toujours avec le même modèle. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ce que font brillamment tous les professeurs de français langue étrangère, qui utilisent en fait la chanson pour rentrer dans la langue. Alors d'abord, j'ai commencé à regarder ce qu'ils faisaient, et puis après, j'ai essayé de voir si je pouvais en faire autant, sachant que j'étais partie sur un objectif assez fort. Je voulais essayer de mettre en chanson tout le programme du collège. Donc j'avais compté, il devait y avoir à peu près 90 notions. Et je me suis dit, il faut que je trouve dans toutes les chansons du patrimoine aussi, parce que je voulais en profiter pour que les élèves puissent écouter du Brel, du Brassens, du Barbara. Donc aller voir un petit peu tout ça. Et là, je suis partie sur quelque chose de monumental, parce que ça a pris 3 mois. Et puis j'ai pas été toute seule, donc j'ai mis à contribution ma famille, mon mari qui faisait pratiquement plus que ça, qui cherchait les chansons, les Twitter, les tutos aussi qui me suivaient, d'ailleurs j'en profite pour les remercier. Et on a trouvé des titres. Et puis ensuite, donc à partir des titres, j'ai créé des petits exercices sur Learning Apps. Et donc en fait, le fait de langue c'était avec sous forme de texte à trous. Je prenais la chanson, je la collais dans Learning Apps, j'enlevais les mots qui devaient attirer l'attention des élèves, donc surtout pour la partie grammaticale. Et ensuite, j'additionnais sur mon Learning Apps la chanson, avec le lien YouTube. Donc le texte, la chanson, les trous à compléter, et voilà, c'était parti pour l'aventure de la grammaire en chanson, avec donc des capsules de mise en bouche. Je le disais en introduction, vous êtes venu à la classe inversée dans des circonstances de remise en question professionnelle. En quoi ce choix vous a redonné le goût du métier ? Alors, moi, ce qui m'a donné le goût du métier, c'est que assez vite, quand j'ai été mise en difficulté par le changement dans une nouvelle région et puis surtout dans un nouvel établissement un peu difficile, je m'étais posé des objectifs. Je voulais changer, faire évoluer ma pratique. Alors j'avais 2 objectifs très modestes. Le premier, c'était de faire en sorte de ne pas ennuyer les élèves et de faire en sorte aussi qu'ils puissent être au travail et pas à faire autre chose. Et le deuxième objectif, c'était que j'arrive à trouver une solution à ces fameux devoirs à la maison qu'ils ne faisaient pas. Voilà. Donc ça, c'était pas juste moi, c'était tout le collège qui avait ce type de problème. Et du coup, voilà, j'ai pu répondre à ces 2 objectifs. Le premier, mise en activité des élèves. Alors, comme j'étais du coup déchargée de ma parole magistrale, ça m'a permis d'être plus près des élèves, plus près de ceux qui me posaient problème aussi, et comprendre aussi pourquoi ils posaient problème. Hein. Et souvent, c'est parce que ils ne trouvaient pas leur place. C'était toujours les mêmes qui répondaient à mes questions, donc ils voyaient pas tellement l'intérêt. Et donc, ils s'ennuyaient. Là, en étant dans des petits objectifs avec des choses à faire concrètement, c'était beaucoup plus simple. Et ensuite, les devoirs à la maison, comme il n'y en avait plus, pas en tout cas sous la forme que je l'ai posée, j'ai résolu le problème, puisqu'ils n'ont à faire à la maison, dans mon principe de classe inversée, que des tâches simples, c'est-à-dire regarder la fameuse capsule d'une minute 30, vous voyez, c'est pas non plus très, très ambitieux. Et le deuxième, c'est de recopier la trace écrite qu'ils ont eux-mêmes générée en classe. Et la trace écrite, elle est souvent sous forme d'image mentale, donc ça reste encore une fois assez simple. Donc, les 2 objectifs étant atteints, je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Bon, j'ai pris quand même conscience de l'énormité du travail, parce que c'était une autre façon d'enseigner, donc il fallait tout reconstruire. Je pouvais pas recycler ce que j'avais fait. Il fallait vraiment repenser complètement mon approche. Donc les premières années, je dirais les 3 premières années, ça a été très douloureux. Heureusement qu'il y avait Twitter, qu'il y avait la communauté, que j'ai pu créer aussi une communauté au tout début, parce qu'il n'y avait pas grand monde dans ma discipline. Donc j'ai créé le mur des capsules, et du coup aujourd'hui il y a beaucoup de collègues qui y vont aussi à mettre. Et voilà, pendant les 3 premières années, ça a été quand même compliqué. Maintenant, on va dire que je déroule et j'améliore. J'ai plus de temps du coup pour évaluer mon dispositif et l'adapter à mon contexte qui change finalement fréquemment, et là avec le confinement encore plus. Donc c'est plus intéressant, parce que du coup je peux un petit peu plus réfléchir.
prof, etc. Alors vous êtes également formatrice pour le CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. De quelle manière abordez-vous ces questions dans vos classes et comment les élèves reçoivent-ils cet enseignement dans le contexte où ils sont souvent exposés à de fausses informations ? Alors, j'ai été formatrice pour le CLEMI, maintenant j'ai pris de la distance, je suis plus vraiment. Je faisais beaucoup quand j'étais au CLEMI des formations avec eux sur la radio, c'était ce qui me passionnait, donc j'ai pas mal formé des équipes à travailler sur la radio. Et du coup, ce que j'en retire aujourd'hui, bien sûr, l'information, elle est là, elle fait partie évidemment du programme, elle est même inscrite dans les programmes, cette éducation aux médias. Et moi, j'utilise beaucoup l'outil radio en classe. Là, la dernière expérience que j'ai faite, par exemple, on a créé une émission sur le rôle du délégué, sa place dans la classe, l'organisation du conseil de classe. On a fait un direct où les parents aussi ont pu participer. Et du coup, ça, grâce aux questions aussi des parents qui étaient à distance, ils ont pu, on a pu aussi aborder des thèmes plus larges sur le harcèlement, par exemple, au collège, le problème aussi de ce qu'on vit aujourd'hui, de ce protocole sanitaire, comment vivent les enfants avec ce protocole à l'école, etc. Donc du coup, les élèves, j'essaye en tout cas quand j'en ai l'occasion de les amener à réfléchir, à construire ensemble et du coup à communiquer, donc par l'intermédiaire de ce média qui est absolument extraordinaire, qui est la radio. Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois ? Et pour quelle raison ? Alors, ri aux larmes en classe. En classe ou dans votre vie privée, peu importe. En classe, c'était hier. C'était hier parce que il y a une jeune fille qui en classe de 6e et qui a voulu imiter mon accent pour m'amuser et elle a dit un mot et en fait elle l'a déformé parce que c'est vrai que j'ai un fort accent comme vous pouvez l'entendre et elle a déformé le mot et en fait le mot ne voulait plus rien dire et c'était très drôle parce que voilà, je trouve que j'arrive aujourd'hui à donc comme maintenant je travaille je suis en fin de carrière plutôt vers la porte de sortie et je peux me permettre d'être à mi-temps, donc je suis à mi-temps et l'autre mi-temps je fais que de la formation pour adultes. Et quand je suis avec les enfants, c'est des moments précieux, quoi. Vraiment, je me ressource auprès d'eux. J'arrive à avoir plus de recul qu'à un début de carrière, avoir moins la tête dans le guidon aussi. Et je profite vraiment, je profite à fond de ces instants. Et la magie des enfants, c'est incroyable. Bon, déjà, leur capacité à être éducable, c'est énorme. La naïveté de l'enfant, aussi le fait d'avoir cette curiosité et puis de la susciter cette curiosité parce que on n'est pas quand on rentre dans une classe on rentre pas avec le package curiosité ou autonomie. C'est évidemment à l'enseignant de faire en sorte de créer des situations où il sera amené à l'être. Mais ça quand ils y arrivent, quand on y arrive, c'est magique. Moi je m'en lasse pas. Donc les fous rires, oui, c'est souvent en classe. Bon, après, je suis assez pitre, hein. Donc ça, je ris beaucoup, les enfants aussi. C'est quand même dans la classe, c'est assez détendu aujourd'hui. Prof, etc. Est-ce que vous pouvez me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel ? Alors, voyons. Le moment préféré de ma journée, alors personnel. C'est le soir, on va dire. Hein. Le soir, quand j'ai eu plus rien à faire, que j'ai arrêté avec mon iPad. Je suis satisfaite du travail accompli de la journée. Donc ça, c'est un moment d'apaisement que j'apprécie. Et à l'école, on va dire que le meilleur moment, c'est quand je vois que les enfants sont au travail. Voilà. Il y a un moment à chaque fois dans la séance où les enfants sont lancés. Et là,
je les regarde en fait, je les surveille pas, je les regarde. Et là, je me dis quand même, je suis souvent fière d'eux. Je me dis, oh là là, ils sont quand même forts, quoi. Ils y arrivent, quoi. Ils arrivent à construire. Là, vendredi, par exemple, ils travaillaient sur une lecture analytique d'un texte en 6e. Et je les voyais vraiment trouver des choses intéressantes dans le texte. Ils étaient capables de les organiser. Et je me disais, mais on n'est qu'en novembre. Et ils arrivent déjà à faire ça. Et je suis, voilà, c'est des moments comme ça où, en fait, je sais maintenant, peut-être en étant plus expérimentée, je sais voir ces moments-là. Avant, je ne les voyais pas, j'avais trop la tête dans le guidon quand j'étais en difficulté ou quand je travaillais de manière plus institutionnelle. Alors là, je voyais rien du tout. Je voyais que le temps qui passait et les enfants qui écoutaient sans écouter ou toujours les mêmes qui parlaient. Donc, j'avais pas cette satisfaction que j'ai aujourd'hui. Je reviendrai jamais en arrière, ça c'est sûr. Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous? Alors, les valeurs que j'essaye de faire passer aux enfants, c'est la notion de bien-être à l'école. On ne peut pas apprendre si on n'est pas bien. Donc, essayer de créer une atmosphère pour que les enfants aient confiance en moi, qu'ils se sentent à l'aise avec les autres, qu'il n'y ait pas d'esprit de compétition. Moi, je fuis ça. Je fuis ces moments d'évaluation où on doit, où on les classe, etc. Ça, j'ai arrêté depuis très longtemps. J'essaie de leur faire comprendre que la valeur du travail, hein, ça c'est important. Travailler pour être fier de soi-même, et rendre fier les autres aussi de soi-même. Donc ça c'est important. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec une exposition de chefs-d'œuvre où toute production est chef-d'œuvre et tout chef-d'œuvre mérite d'avoir sa place dans la lumière. Ça c'est important. On les affiche dans la classe, on les partage. C'est quelque chose de précieux. Le travail c'est précieux. Donc je dirais la valeur du travail, la valeur de justice et de bien-être. Voilà, pour moi c'est important. Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fière? Fière. Je suis fière quand je vois que les enfants prennent du plaisir à venir dans ma classe. Voilà. Pour moi ça c'est important. Alors je suis fière de quoi? Je suis fière d'avoir été capable de faire mon chemin un peu toute seule, d'être capable d'avoir eu cette curiosité, d'aller voir autre chose quand ça n'allait pas, de me remettre en question, de pas rester sur les acquis parce que j'avais eu un diplôme certifiant, certes, mais bon, il date maintenant de presque 30 ans. Donc, de pas être resté là-dessus, de m'être remise en question, de me dire aussi que, comme dit mon mari, et on se le répète souvent, mais c'est un métier où il faut évoluer, parce que les enfants, comme je dis souvent, ils ont toujours le même âge, et nous, tous les ans, on a un an de plus. Donc forcément, on peut pas imaginer que le métier, on va le faire comme ça pendant 40 ans, voire plus maintenant. Donc c'est pas possible. Donc je suis fière de ça, fière d'avoir eu l'intelligence d'avancer, de me remettre en question. Et ça, c'est quelque chose que je dois peut-être à mon enfance, hein, comme je l'ai dit aussi, de pas se satisfaire de ce que l'on a, mais essayer aussi de toujours améliorer. C'est un métier de contact, c'est un métier où on a un pouvoir énorme sur les enfants, donc il faut savoir aussi honorer ce pouvoir que l'on a, donc en faisant en sorte d'être tous les ans au plus près de la situation, être capable de l'analyser et de l'adapter. Donc voilà, la fierté, c'est ça, c'est quand je vois les enfants rentrer et qu'ils me disent qu'ils sont contents de venir, ou quand le rendez-vous est terminé et qu'ils ont envie de rester, je me dis que là, quand même, j'ai accompli quelque chose. Voilà.
vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée, vous choisiriez qui? Alors ça, c'est très difficile. Très, très difficile. Vivant ou mort. Moi, je pense que j'aurais peut-être aimé être dans la peau d'un artiste. Voilà. Quelqu'un qui a du talent, alors soit un chanteur ou une chanteuse ou un comédien. Ça m'aurait plu, voilà. Peut-être, je vais dire, allez, comme ça me vient, dans la peau de Barbara, que j'adorais et que j'adore toujours, bien sûr. Mais pas la peau de Barbara dans sa vie privée, mais sur scène, voilà. Ça me conduit à la prochaine question. Comment définissez-vous le succès? Le succès, je pense que le succès, ça peut être dangereux parce qu'éphémère, parce que quand on l'a, ça nous comble de joie et on se dit qu'on a atteint quelque chose. Et si on reste là, je crois que on peut très vite déchanter et perdre finalement les fruits de ce travail qu'on a accompli pour avoir ce succès. Donc moi je dirais que le succès, il faut s'en méfier, il faut l'apprécier quand on l'a, quand on le vit, c'est rare, donc quand on l'a, tant mieux, mais il faut pas en rester là, voilà. Je pense qu'il faut l'entretenir et puis se dire que si on a du succès, c'est quand même aussi parce que ce que l'on fait, ça plaît aux autres. Et donc, ça veut dire que le succès, c'était aussi un esprit de partage. On le fait pas que pour soi, donc se satisfaire que du succès parce que ça procure de la joie, c'est un peu égocentré. Je pense quand on a du succès, il y a deux paramètres. Il y a celui qui récolte les fruits du succès, et puis il y a ceux qui en profitent aussi. Et donc, il faut penser aux autres aussi, pas qu'à soi. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les 2 prochaines années? Je souhaite pouvoir garder cette énergie que j'ai à tous les jours, continuer dans cette vie que j'ai choisie maintenant et qui est parfaitement équilibrée, continuer à avoir cet équilibre-là, cet équilibre professionnel, l'équilibre personnel aussi. Voilà. Ce que je me souhaite peut-être, c'est peut-être d'aller un petit peu plus, peut-être un peu plus de voyage, aller voir un peu plus loin, continuer à m'enrichir de nouveautés, de nouveaux horizons. Merci Marie d'avoir accepté de participer à Prof, etc. C'était un plaisir. Vous trouverez le lien pour accéder au blog de Marie en description de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à Prof, etc. sur les plateformes de diffusion, Spotify, Apple Podcast, Deezer par exemple. Si vous souhaitez m'aider, vous pouvez m'offrir 5 étoiles sur iTunes ou sur Apple Podcast, ainsi que vos commentaires. Et si vous avez envie de partager votre côté, etc. avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi.